Et je vous remercie d'être aussi nombreux, constituant un beau groupe restreint. Nous nous sommes quittés ce matin en traitant du groupe. Je pense que ça va être fructueux. Je serai sans doute de suivre l'ordre qui est indiqué dans le programme. À moins que vous voudriez, le mieux sera que vous présentiez. Bon, je peux aussi bien le faire. On va commencer par Madame Cochin-Debout. Vous êtes d'accord pour qu'on suive l'ordre de programmation? Euh, Donc, je m'appelle Wada Cochin-Debout. Au départ, je suis psychologue clinicienne et canaliste. J'ai été formée aussi à l'anthropologie, africanisme, et je suis danseuse profane, pas professionnelle. Et je pratique dans un atelier donc la danse traditionnelle africaine, et je travaille beaucoup avec le rythme. Et avec des patients que les collègues m'envoient et qui ne sont pas en thérapie avec moi, qui connaissent. Dans cet atelier, on parle de l'art et ils sont suivis par ailleurs par mon thérapeute. Voilà. Donc c'est à partir en fait de mon expérience clinique en psychosomatique, spécialement dans l'obésité et le cancer, qu'à un moment donné, il y a eu le besoin de faire appel à une expression non verbale par rapport à ce qui ne peut pas être dit, que j'ai surtout disons, rencontré avec, particulièrement avec des personnes qui souffrent d'obésité morbide. Et à un moment donné, il n'y a plus de parole, c'est le mutisme. Et donc, voilà. À partir de cet échec, échec ou limite de la, comment dire, voilà, du fait de toucher dans la communication avec l'autre et au niveau verbal, de toucher à ce qui est très important et qui concerne en général un trauma ancien. Mais là, aujourd'hui, comment dire, là, aujourd'hui, donc je ne parlerai pas du tout du trauma, en tout cas. Et quel est le rapport de ce que je vais dire aujourd'hui avec l'art? Et en fait, le biais sera, je vais faire appel à des poètes, et en particulier des poètes antillais, parce que je vais vous parler d'un livre écrit par la première anthropologue afro-américaine sur le dernier. Elle a recueilli les entretiens du dernier survivant africain-américain de l'esclavage. Donc, c'est l'histoire, c'est pas vraiment une histoire, parce qu'elle a essayé elle-même, cette anthropologue, qui est elle-même descendante d'esclaves, elle a essayé d'écouter donc ce monsieur, qui était le dernier descendant de l'esclavage sur le continent américain. Et alors, je ne vais pas vous dire, vous présenter le lien qui est dans mon esprit. Je vous laisse, après le soin, de voir si vous trouvez des liens ou pas. C'est possible que vous ne trouviez pas, parce que c'est comment dire, ça peut paraître aller dans tous les sens, mais non, vous verrez.
comment il s'appelle? Voilà, je vais en... Donc, le titre, c'est La disparition de l'origine, une narration impossible. Cudjo Lewis, c'est son nom, de son vrai nom Kosula, cherche à retrouver le nom du lieu d'où il vient, d'où il a disparu. Les traces de sa traversée d'esclaves sont inexistantes. Son vrai nom, Kosula, va guider celle qui va recueillir son témoignage. Elle s'appelle Zora Neale Hurston, première anthropologue afro-américaine. Elle mène ses entretiens en traquant des traces invisibles au plus près des mots hachés pour s'approcher de cette non-histoire, selon le terme d'Édouard Glissant, de ce non-temps, selon les termes d'Aimé Césaire, d'un voyage sans retour. Dans son livre, intitulé Barracoon, l'histoire du dernier esclave américain, donc traduit de l'anglais américain, elle nous fait entrer dans la zone de celui qui n'a jamais existé. À défaut de haïr l'autre, la haine de la langue s'invente, scandée par le rythme qui la vitalise, et par la danse, hors langage, qui défie le malheur. Ce défi de l'assurance du nom, Ulysse, le guerrier, l'énonce avec force et jouissance en s'adressant au Cyclope. Cyclope, si jamais homme mortel te demande qui t'infligea la honte de te crever l'œil, dis-lui que c'est Ulysse, le saccageur de ville, le fils de Laërte, qui a sa demeure en Irak, je veux dire, écrit Homère. Loin d'avoir la certitude de sa filiation, Kosula, en compagnie de Zora Neale Hurston, part en quête du nom disparu du lieu de ses origines. Dans ce travail de transmission, Zora, je vais l'appeler Zora parce que c'est très long, Zora, elle-même descendante d'esclaves, tente avec fraternité une narration difficilement tenable. Alors, Hélène Piragnon, philosophe et psychanalyste, travaillant sur le génocide des Arméniens, va nous aider à penser l'origine à partir de sa disparition. Mais elle, Hélène Piragnon, elle ne dit pas les choses comme ça, elle dit à partir de son meurtre. Elle parle du meurtre de l'origine. Je la cite. Un génocide étant avant tout un meurtre de l'origine humaine, d'un groupe et de sa transmission, écrit-elle dans son livre, qui est pour moi central, Génocide, disparition des mythes. C'est le titre de son livre. Tout en précisant ceci, un génocide ne se réduit pas à un simple traumatisme, fût-il celui vécu collectivement. J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse parce que ce thème-là, il m'a été très difficilement d'en parler dans un cercle psychanalytique. Voilà, et je remercie la société, votre société, de permettre qu'il y ait cette expression. Donc, ce qui est en jeu dans ce meurtre de l'origine, c'est la possibilité du nous, un nous dont la consistance est faite du lien à la fois avec l'autre et surtout dans sa transmission transgénérationnelle.
Ce qui nous fait poser la question, comment se transmet un nous? Kosula, ce témoin de Zora, Kosula va nous montrer le cheminement de la quête de son nous disparu, à commencer par la localisation du lieu où demeurent ses ancêtres. Ce qui a disparu hors du temps, c'est, dit-il, Kosula, son pays, le pays, où, je ne sais plus si c'est Kosula ou Zora. Donc, ce qui a disparu hors du temps, c'est son pays au-delà de l'eau. 2 siècles plus tard, un des descendants de cette traite négrière, le poète et écrivain antillais Édouard Glissant, pourrait lui attester à Kosula, dans un futur antérieur, que les formes partent d'un lieu, que le pays, c'est le lieu d'où la parole s'élève. Je cite toujours Glissant, la parole est liée au paysage. Et c'est ce dont il était un peu question, je crois, ce matin, par rapport au lieu où un rien pouvait se déposer et pouvait être mis. Donc, la brève histoire de Cucho Lewis nous conduit vers la difficulté de trouver un angle d'approche pour essayer de repérer les failles, les lieux qui bordent l'abîme, de l'impossible représentation d'une expérience de destruction de l'humain qui va bien au-delà du trauma. Donc, nous resterons sur ces bords, ces entours, comme dirait Ourli. L'impossible se cherche-t-il hors langage, dans une rythmique, par exemple, qui ne dit pas un mot, dans un parler de Kosula à l'accent ouest-africain, greffé sur un anglais fruste, selon l'expression de Zora, où s'entend l'essoufflement de son récit et la voix d'un accent du parler d'une langue sans nom. En fait, c'est la langue plus ou moins inventée, je dirais créolisée, et qui a été utilisée par Kosula quand il a vécu sur le continent américain. Et donc, nous verrons après, mais bon, non, je ne vais pas vous expliquer. Vous le verrez pendant la discussion, si vous voulez. D'accord. Zora nous conduit vers cette quête des origines bien particulières de son témoin Kosula qui s'engage, non sans risque, à la recherche d'un lieu sans nom et d'un temps hors du temps, dans une langue sans nom, dans l'inconnu, sans aucun repère, dans l'inconnu, point. Sans aucun repère, que peut-on discerner dans l'opacité de l'invisible? Pour Janine Altounian, que je suppose beaucoup de personnes connaissent, un héritage traumatique ne se met à parler que déplacé dans une autre langue, dans le temps et l'espace culturel des tiers. Pour se donner l'illusion souvent nécessaire d'une rationalité historique qui rendrait, entre guillemets, intelligible cette destruction de l'humain, au moins par une perspective objectivement attestée d'un déroulement des faits face au chaos de la destruction. Revenons aux dates. Et là, je vais essayer d'accélérer. Oui. Donc, les dates, c'est la traite transatlantique. Je rappelle que les Britanniques avaient aboli en 1807 le commerce international des Africains, communément appelé traite atlantique, suivi plus tard par les États-Unis en 1808.
malgré ces lois, les navires européens et américains continuaient de rallier différents ports, etc. Et je passe. Donc, pour dire juste quand même que un des rois de l'ancien royaume du Dahomey, le roi Gézio, malgré ses abolitions et malgré les traités de non-commerce et de la traite, donc il continua à prélever des captifs pour les vendre et son fils, Baodoun, lui succéda. Baodoun qui est aussi appelé, bon, là je passe parce que bref, donc c'est avec la complicité des rois de l'ancien royaume que se pratiquait aussi ce commerce. Alors Kossoula décrit dans une langue essoufflée, à Zora, le chaos, les fuites et la capture des fugitifs qui suivit l'assaut de sa ville par le roi Glé et ses Amazones qui massacrèrent une grande partie de la population et prélevèrent un groupe de 110 hommes, femmes et enfants pour les vendre comme esclaves au capitaine Bill Foster, qui va les remettre à rois américains, qui les ont achetés. Bon. Chaos vécu avec une terreur submergente par Kossoula lorsqu'il revisite la scène traumatisante des meurtres de masse dont il a été témoin. Donc, ce commerce, donc la transaction a été faite en 1860 d'un bateau où figuraient 110 captifs dont faisait partie Kossoula. Et cette transaction commerciale se fit avec le capitaine du bateau, donc William Bill Foster, associé avec les 3 frères Meaher, originaires du Maine. Voilà, en échange de ces hommes, il y a de l'or, des produits manufacturés, des armes. Ce fut, donc ces 10 captifs devenus esclaves, ce fut la dernière cargaison d'esclaves débarqués clandestinement plus tard sur les côtes du fleuve Alabama pendant la période de la fin de la guerre de sécession qui avait aboli l'esclavage et où était déjà promulguée la loi interdisant l'esclavage et son commerce. Les 3 frères Maher se partagèrent ces 110 hommes et femmes et enfants. Et donc, Kossoula a été acheté par monsieur. Alors, exprès, j'ai écrit le terme monsieur selon ce qui a été traduit dans le livre dans la langue de Kossoula. M, accent cieux. Donc, Jim Meaher, qui lui donna son nom, Kojo Lewis, car, dit Kossoula, c'était trop long mon nom africain. En Afiki, ça c'est le terme de Kossoula, Afiki, on a comme nom, mais ici, on nous dit il en faut 2, un pour le fils et un pour le père. Donc, je prends le nom de mon papa, Ololu Aïe, en plus de mon nom. C'est trop long à dire pour les gens, c'est trop tordu, comme Kossoula. Mon nom de l'autre côté de l'eau. Alors, il m'appelle Kojo Lewis. Ma question, Kossoula aurait-il assimilé et intériorisé, peut-être incorporé, je ne sais pas, l'idéologie des esclavagistes pour survivre?
Vous concluez, s'il vous plaît. Ah, je conclue. Ah oui, oui. Ah là, j'ai rien dit. Mais oui, bon, je vous dirai pourquoi. Ok. Vous excusez la violence du dispositif. Donc, Oui, c'est bien. allez conclure. Peut-être que la discussion vous permettra de préciser votre pensée. Ok. Bon, je termine cette phrase quand même, Mais bien entendu. parce que c'est important. Alors, parlons donc de cette idéologie intériorisée pour survivre. On ne peut que penser aux travaux du psychiatre entier François Fanon, travaillant à libérer les esprits de ces patients algériens et français de l'emprise de la violence coloniale. Donc, ce qui a été amputé de ce que je voulais vous dire, c'est l'aspect des références concernant la nécessité de l'invention d'une langue qui est une langue poétique dont je voulais vous parler, mais là, on restera un appétit. Merci. Vous expérimentez, vous essuyez les plâtres, pour le dire trivialement. Bon, vu le temps que je vous ai laissé, Michel et Berlande, vous ferez votre possible pour essayer de se faire dans le temps qui nous permettrait ensuite de fonctionner en table ronde. Eh bien, alors c'est parfait. Michel, bon, vice-présidente ancienne de notre société. C'est ça. Oui, absolument. Psychiatre, psychanalyste parisienne. Nous t'écoutons et nous parler de Gauguin, ce qui nous reproche quand même du sujet précédemment traité. Bon, voilà, j'ai repris le titre du congrès. C'était « D'où venons-nous? Sommes-nous? Où allons-nous » C'est le titre d'une œuvre de Gauguin qui a été réalisée en 1897 lors du deuxième séjour du peintre à Tahiti. Il vient d'apprendre la mort de son enfant préféré, Alice, qui vivait au Danemark, avec sa mère, ses frères et sœurs. Et Gauguin a tenté de mettre fin à ses jours. Je peux vous raconter le tableau. Bon, je suis désolée, je ne l'ai pas. Oui, on n'a pas la possibilité. Mais bon, c'est un tableau qui a été conçu donc, à Tahiti avec des Tahitiens et des Tahitiennes et qui se lie de la droite vers la gauche. Donc, sur la droite, il y a trois femmes qui sont pratiquement nues, qui sont en train de discuter ensemble avec un nourrisson derrière, avec une couche, qui a l'air abandonné à lui-même. Bon, ça m'a fait penser à Gauguin quand il était enfant, mais on va voir ça après. Après ça, au milieu, il y a un homme qui tend la main vers un fruit dans un arbre. Et à côté, il y a une jeune fille avec une pomme. Ça m'a fait penser aussi à des choses, parce que Gauguin s'intéressait beaucoup aux jeunes filles de 13, 14 et 15 ans. Très bonne fille. Oui, très jeune fille. Et sur la gauche, il y a encore une momie avec une femme à côté qui représente la mort. Alors, d'où venons-nous? Ce sont donc d'où vient Gauguin. Alors, par sa mère, il a des origines péruviennes, espagnoles et indiennes. Et donc, il décidait la mère avait décidé de rejoindre le pays de sa mère, le Pérou. Et sur le trajet, le père est mort d'un arrêt cardiaque, ou je ne sais plus quoi, enfin, un anglais, je crois. Et donc, quand il a débarqué au Chili, avant d'arriver au Pérou, donc ça a représenté pour Gauguin un trauma précoce d'avoir perdu son père à l'âge de 1 an. Bon, il était avec sa mère et sa sœur aînée, et donc ils se sont dirigés vers le Pérou, où sa mère a retrouvé donc toute la famille du côté de sa mère, dont un grand-oncle qui avait plus de 80 ans et qui était dans son palais, qui les a reçus là-bas, et puis qui a fait de la mère de Gauguin sa maîtresse et lui a versé une pension. Donc là, en quelque sorte, le petit Paul, âgé de 1 an, fait partie de ces créateurs qui ont dû surmonter un grave traumatisme de la petite enfance, tel Tolstoï,
Séraphine et Rousseau, qui ont perdu leur mère très précocement et ont décompensé sur un mode psychotique à la fin de leur vie, maniaco-dépressif pour Tolstoï, psychose hallucinatoire chronique pour Séraphine, et décompensation paranoïaque pour Rousseau. Bon, là, c'est différent parce que c'est le père, c'est pas la mère. C'est tellement plus grave quand c'est la mère que le père. Mais bon, je pense que ça a certainement fragilisé Paul et ce qui explique ce qui s'est passé à la fin de sa vie. Alors, le père de Gauguin, c'est un journaliste républicain qui était d'origine bretonne et bourguignonne. Et donc, le petit Paul a probablement été élevé par des domestiques. Il dit de sa mère que c'était une enfant gâtée, une très jolie femme. Et donc, elle n'a peut-être pas passé beaucoup de temps à s'occuper de ses enfants. Alors, Aline va décider de repartir en France et Paul va se retrouver en pension à Orléans. C'est un élève médiocre et démotivé et il quitte l'école à 17 ans pour s'engager comme matelot. 2 ans plus tard, il apprend la mort de sa mère. Alors le voilà orphelin de père et de mère, il quitte la marine. Son tuteur, qui était banquier et collectionneur de tableaux, va lui trouver un travail comme agent de change dans une banque. Et Paul va devenir un bourgeois nanti, collectionneur de tableaux, qui s'identifie ainsi à son père de substitution, qui lui présente une jeune Danoise protestante, intelligente et cultivée, avec lequel il se marie l'année suivante. Donc Gauguin est aussi un peintre du dimanche. Et sa femme Mette ne s'intéresse pas à la peinture, prend cela pour une lubie. 4 enfants vont naître et le collectionneur va acheter à bon marché des tableaux impressionnistes. La bourse s'effondre en 1882 et Gauguin se retrouve sans emploi. Il prend la décision de devenir peintre. Il va habiter à Rouen, où la vie est moins chère, avec sa femme et ses enfants. Mette, qui est enceinte d'un 4e enfant, lui reproche de ne pas entretenir décemment sa famille. Et le couple se déchire. Et il va y avoir une tentative de vie commune au Danemark, mais il est mal accepté par la famille, il dort dans une soupente, il réussit à faire une exposition, mais ça n'a pas beaucoup de succès, et donc il va repartir pour Paris. Que sommes-nous? Gauguin va se comporter comme un sauvage qui se laisse aller à ses pulsions primitives, à la recherche du paradis perdu de son enfance. Il va fuir Paris et la civilisation. Il choisit la Bretagne, où la vie est moins chère. Le peintre, âgé de 40 ans, se lie d'amitié avec Émile Bernard et tombe amoureux de sa sœur Madeleine, qui est âgée de 20 ans. Un jour, il l'a suivie épiée prenant un bain, nu dans la rivière. Elle s'est jetée à l'eau pour lui échapper. Bon, les pulsions voyeuristes de Gauguin se révèlent à cette occasion. Il voulait l'épouser, mais elle a préféré un autre peintre. Alors, il fréquente les bordels à la pension Gloanès. Les filles de Renac à faire le ménage chez ce client entreprenant. Et cette tendance à ne pas contrôler des pulsions exacerbées, des pulsions sexuelles exacerbées, serait-elle la manifestation d'une hypomanie avec une impossibilité à faire le deuil de son père, de sa mère, de sa femme, de Madeleine? Alors, il rencontre à Paris Juliette, qui est une petite Bretonne de 20 ans, qui s'éprend de lui. Elle accepte d'être son modèle. Ce sera l'éveil du printemps ou la perte du pucelage. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. C'est une jeune fille nue, il y a une forêt dans le fond, elle est allongée dans une langue bretonne avec une fleur à la main. Il y a un renard qui est sur son épaule gauche, la patte entre les 2 seins, et qui semble affirmer sa propriété avec un regard en coulisses. Et le renard, c'est le symbole indien de la perversité. Alors, il rêve d'aller au Madagascar, il rêve d'aller en Indochine, et puis il va choisir Tahiti et abandonne Juliette, qui est enceinte de 2 mois. Il va répéter ça avec toutes les femmes, toutes les compagnes qu'il va avoir en Océanie. C'est répéter ce qui lui est arrivé à lui à l'âge de 1 an. Savoir-faire qu'il a abandonné. Où allons-nous?
va passer les dernières années de sa vie à Tahiti et aux îles Marquises, menant une vie de débauche, s'adonnant à l'alcool, récompensant sur un mode maniaque, mais réalisant une grande œuvre inspirée par les femmes à la peau cuivrée de son enfance. Son voisin Josepha l'emmène chercher du bois de rose dans la forêt. Gauguin raconte dans Noa Noa, c'est un livre qu'il a écrit, les désirs homosexuels qu'il a éprouvés pour lui. C'est quand même étonnant cet aveu que d'autres chercheraient à dissimuler. Gauguin les exhibe. Cela montre bien les pulsions qui l'envahissent et qu'il a du mal à contrôler. Un peu plus loin, il fait allusion à des pulsions voyeuristes. Il observe une jeune fille nue qui boit une source et crie en l'apercevant. On repense au bain de Madeleine Bernard nue qu'il a épié. Et puis, il va épouser Théa Amana, une jeune tahitienne de 13 ans, selon les coutumes du pays. Il va prendre goût à ces jeunes filles à peine nubiles qui ont l'âge de sa fille Aline, qui a exprimé à 14 ans le souhait de se marier avec son père. Et cette idée, elle semble plaire à Gauguin et n'est l'objet d'aucun interdit. Il agit ses désirs et du bien en les déplaçant sur une jeune fille du même âge. L'insexuel ou dans cette famille, avec une mère qui n'a pas hésité à devenir la maîtresse de son grand-oncle de plus de 80 ans. Gauguin va collectionner les femmes, pratiquer le libertinage, est-ce dans des moments d'excitation maniaque favorisés par la prise d'alcool. Théa Amana devient mère et il décide de rentrer en France. Il abandonne avec leur enfant comme Juliette, faisant subir à l'enfant le traumatisme qu'il a vécu au moment de la mort de son père. De retour à Paris, il va mener une vie de débauche avec Anna la javanaise. C'est une mineure qui devient son modèle, sa maîtresse et son mauvais génie. Lors d'une bagarre, Gauguin se retrouve avec une plaie qui ne se referme pas et des douleurs qui ne le quitteront plus. Anna s'enfuit avec l'argent, mais laisse les joies. Il décide de repartir à Tahiti. Paoura devient sa nouvelle compagne, très débauchée d'après Gauguin. Une lettre de Maître lui apprend la mort d'Aline. Alors choqué, déplumé, il tente de se suicider avec de l'arsenic, mais il prend une dose trop forte qui le fait vomir et il en réchappe. Il réalise alors une très grande œuvre. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Son eczéma de la jambe s'aggrave et les filles ne veulent plus faire l'amour avec lui, craignant la lèvre. Gauguin, âgé de 53 ans, va passer les 2 dernières années de sa vie à Ivaoa, aux Marquises. Il se fait construire une maison sur 6 pilotis qu'il nomme la maison du héros. L'addiction sexuelle se manifeste plus que jamais. Gauguin est rongé par les effets secondaires de la syphilis. Les mœurs des marquisiennes sont encore plus dépravées que celles des tahitiennes. Les filles s'échangent, l'inceste pratique, et Gauguin va faire une décompensation paranoïaque. Tourmenté par son eczéma, il ne va plus beaucoup peindre. Il dort mal, rédige avant et après pendant ses heures d'insomnie. Les vainés désertent la maison du jouir et Gauguin meurt à 55 ans dans une grande solitude. En conclusion, l'œuvre de Gauguin est colossale, originale, celle d'un autodidacte novateur qui bouleverse, transgresse en peinture toutes les lois habituelles, des couleurs, des formes et de la perspective. Son état psychique à la fin de sa vie aux Marquises évoque une décompensation psychotique de type maniaque et aussi paranoïaque. Merci. Effectivement. Une vie bien remplie. Voilà. Eh bien, écoutez, peut-être un peu d'apaisement en revenant à l'Europe. Et Durer, on ne quitte pas les eaux psychanalytiques, bien que dans une obédience un peu différente, mais ça, c'est pas important. Berland de Lamblin est psychanalyste à Montpellier et aussi membre de cette société depuis très, très longtemps, où elle a commis des communications publiées dans notre revue tout à fait remarquables. 10 minutes. Très bien. Je vous fais passer l'objet de mon étude. Donc, il y a plusieurs copies du même tableau. Donc, vous le faites circuler. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu le voilà. Il y a une gravure qui est pas concentrée, deux peintures qui sont une question humaine. Et là, à nouveau la gravure
et les peintures. Et en dernier lieu, ceci, c'est un tableau dont je parlais également par la suite. Donc, si vous pouvez les faire circuler, et vous pouvez les faire échanger jusqu'au bout, que vous puissiez suivre un peu nos propos, puisque nous n'avons pas la chance d'avoir une projection. Oui, je m'excuse, mais effectivement, c'est Donc, limite de des notre dispositif. photocopies, bon, ça va au cadre. Donc, j'ai intitulé ma communication Dürer ou l'origine dans l'absence. Le O de origine nous signifie le tronc. Le couple originel est chassé du paradis terrestre pour avoir mangé la pomme de la connaissance du bien et du mal. Fondement de l'invention. La gravure Adam et Ève de 1504. Puis les deux tableaux séparés de Dürer, donc Adam puis Ève, de 1507, nous interrogent. La gravure de 1504 diffère sensiblement des deux peintures de 1507. Le choix des techniques, l'une inscrivant le trait profondément pour la gravure et l'autre superposant les couches picturales en glacis transparent dans un jeu de lumière délicat. Les types physiques des personnages, moyen-âge d'un côté, renaissance de l'autre, nous interpellent en ce qui concerne les ressentis de Dürer dans sa bisexualité. Rien ne nous parle plus profondément de nos origines que ce mythe d'Adam et Ève. Premier écrit d'humanité en hébreu, ancien, quelques passages en araméen, parvenus jusqu'à nous, couchés sur des parchemins, rouleaux retrouvés dans les grottes de Qumran, en Cisjordanie, traduits par la suite dans d'autres langues comme le grec. Puis, quelques 970 manuscrits, parfois d'infimes fragments, y ont été exhumés à partir de 1947. Vous voyez comme c'est récent. Ce sont les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés à ce jour, remontant au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, les cartouches. Ce sont les petits panneaux que vous voyez qui sont peints. Albert, et où sont inscrits donc la signature du peintre. Albert Dürer Noricus Faciebat, donc c'est en latin, 1504. Traduit, Albert Dürer de Noric faisait. Et Alberas Dürer Almano Faciebat, post Virginis Partum 1506. Puis, Albert Dürer, allemand, faisait après l'accouchement de la Vierge. 1507. Albrecht Dürer souligne après l'accouchement de la Vierge, plutôt que l'expression après la naissance du Christ. Parce qu'on dit toujours après Jésus-Christ. Et là, on voit que c'est après l'accouchement de la Vierge. Il met en avant un acte féminin évoquant la conception plutôt qu'une posture masculine dans une érection qui met l'enfant en position de phallus, tout comme le Christ avant la crucifixion. Le cartouche portant la signature de Dürer change de porteur, du masculin au féminin. On voit les deux tableaux, du masculin et féminin, et il change de porteur. Dans la gravure sur cuivre, c'est l'homme qui le tient accroché à une branche sur laquelle est posé un perroquet. Dans la peinture, c'est Ève qui tient la branche de laquelle pend le cartouche. Sur la gravure, Dürer a noté son pays d'origine, la Norique, et dans la seconde, sa qualité d'allemand, en soulignant la date après l'accouchement de la Vierge, au lieu d'écrire donc après la naissance du Christ. L'utérus plutôt que le phallus. L'arbre qui porte le fruit de la connaissance sépare la gravure en deux axes. Point de rencontre de la main d'Ève qui saisit la pomme tendue par le serpent et du bras d'Adam dont la main se tend non vers la pomme mais vers le sexe féminin, fruit défendu. Adam regarde le visage d'Ève, mais Ève regarde le serpent dans une direction nous amenant tout droit au sexe d'Adam. On voit le trajet de regard.
Le sexe d'Adam, comme celui d'Ève, est recouvert d'une branche feuillue. Celle d'Adam, reliée au tronc de l'arbre, tel un cordon ombilical, tandis que celle d'Ève est une branche coupée, dont la pomme est tenue par la main gauche d'Ève, tournée vers l'arrière, comme cachée. Je ne sais pas si vous discernez la petite main qui est derrière, là, cachée une pomme. Les cheveux très longs et bouclés d'Ève contrastent avec les boucles courtes d'Adam. La différence homme-femme est accentuée par le corps musclé de l'un et les rondeurs de l'autre. Cependant, la poitrine d'Ève, dans la gravure, est peu développée, comme un rappel à la masculinité. Tous deux sont de profil, l'un vers l'autre, sans que leurs regards ne se croisent. Il n'y a pas de rapport sexuel. Les animaux. Les animaux ont une grande place dans cette gravure. Le serpent, vecteur de la connaissance du bien et du mal, souligne l'accès à la parole par les oppositions que Durer met en scène en choisissant des espèces liées très particulières. Le perroquet symbolise le verbe dans la répétition et la fidélité dans l'amour. Il figure souvent au Moyen-Âge dans les tableaux représentant la Vierge et l'enfant. Le chat et la souris, les jeux cruels de l'amour dans l'emprise. Le bouc et le lièvre, réputés pour leur puissance sexuelle. La vache pour le nourrissage maternel. Et au loin, tapé sur le rocher, dans la gravure, le bouquetin, perché sur un rocher dominant la scène. L'œil de Dieu qui voit tout. Donc nous allons revenir au regard. Adam regarde Ève, qui regarde le serpent, tenant la pomme dans sa bouche, en même temps qu'elle s'en saisit. Alors qu'Adam tend la main vers le sexe d'Ève, fruit défendu. Chacun se tend vers un objet au-delà du sexe anatomique, qui pourrait se définir comme le phallus dans son absence. Tout comme le rideau peint par Parasios en trompe-l'œil. Vous avez entendu parler de Xeusis et Parasios, qui faisaient une rivalité d'expertise en peinture. L'un qui avait dessiné des raisins, peint des raisins, et l'autre un rideau. Donc, les raisins, eh bien, les oiseaux se sont précipités sur les raisins, et Xeusis a dit à Parasios, eh bien, tire ton rideau pour voir ce que tu as peint. Je n'irai pas plus loin. Donc, ce rideau destiné à tromper Xeusis, qui lui demande donc de tirer le rideau pour montrer son œuvre. La réalité du sujet est dans la tromperie. Et l'amour est, selon Lacan, donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous voyez l'optimisme. Ils ont des yeux pour ne pas voir que les choses les regardent. Les animaux ne se regardent pas. Sont de profil ou de dos. Les animaux, vous allez voir sur la jardin, sur. Ils ne se regardent pas, ces animaux. Dans une absence de regard, objet petit a définitivement perdu, dont les objets de substitution sont la source de toute notre culture. Adam et Ève ne se regardent pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal se dresse entre les deux personnages centraux. La scène se découpe sur fond de faux et sombre, faisant surgir les corps blancs sur noir. Cet arbre symboliserait la division. Cet arbre diviserait et symboliserait la division fondamentale du sujet qui donne accès à la différence sexuelle et de ce fait à la différence des générations. Nous en arrivons à la question du masculin et du féminin. De la gravure à la peinture, nous percevons une féminisation des personnages, autant dans le rendu de la chair que dans la gestuelle, un maniérisme qui permet à Durer d'exprimer sa féminité à travers son œuvre, tout en signifiant la séparation du féminin et du masculin dans deux toiles bien distinctes. Chacun des deux tient la pomme, avec, du côté d'Ève, le serpent tendant la pomme à Ève qui s'en saisit, et le cartouche pendu à la branche d'où est issue la branche feuillue couvrant son sexe.
Le rameau de feuilles recouvre ce qui est au-delà de ce qui est censé être caché. Dans le tableau de Zeki, c'est le dernier petit tableau que vous voyez qui est là. Donc dans ce tableau du bas, si vous pouvez retourner la feuille pour que les personnes puissent voir un petit peu. Psyché découvre Eros. C'est le titre du tableau. Dans lequel un bouquet de fleurs est disposé devant le phallus d'Eros, tel le voile de Parasios, qui donne à voir au-delà de l'apparence. C'est la curiosité de Psyché qui l'amène à mettre en lumière le visage de l'amour. Mais le phallus reste caché. Le phallus est le signifiant point ou dans le grand autre, le signifiant manque. Le signifiant de l'absence, le signifiant de l'origine de l'attention. Dürer est le féminin. Elle détient tous les pouvoirs pour Dürer. La connaissance du bien et du mal, le pouvoir d'enfantement. Dans la peinture pour Adam, seule la pomme est dans sa main. Il a eu le sein que lui donnait sa mère. Le serpent ici tient la tige de la pomme, et non en pleine gueule, comme dans la gravure. Et la branche que tient Adam n'est plus reliée à l'arbre jumeau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La prise de conscience de cette opposition donne l'accès à la parole par un acte, l'acte de l'oralité. C'est à partir de la sortie du ventre de la mère que s'effectue la première coupure des premiers objets d'amour, puis de la première tétée dans un mouvement d'absence et de présence, mouvement même du symbolique que l'enfant pourra parler. C'est le féminin qui permet au masculin d'entrer dans la dimension de la connaissance. L'homme découvre qu'il est nu. Cette nudité révèle la différence sexuelle et dans le même mouvement, son origine et sa fin. L'objet petit a, c'est une citation de Lacan. Donc l'objet petit a est quelque chose dont le sujet peut se constituer et séparer comme organe. Ça vaut comme symbole du manque, c'est-à-dire du phallus. Non pas en tant que tel, mais en tant qu'il fait manque. Il faut donc que ce soit un objet, premièrement séparable, deuxièmement, ayant quelque rapport avec le manque. Au niveau oral, c'est le rien. En tant que ce dont le sujet c'est ce vrai, n'est plus rien pour nous. Et le phallus a une fonction d'équivalent dans le rapport à l'objet. C'est en proportion d'un certain renoncement au phallus que le sujet entre en possession de la pluralité des objets qui caractérisent le monde humain. Toutes les œuvres d'art en particulier, mais aussi tout ce que nous fabriquons, et ce que nous pensons, et ce que nous construisons. Ce sont des objets de substitution de ce premier objet perdu, définitivement sans représentation. Ce qu'il y a de plus névrosant que la peur de perdre le phallus, c'est de ne pas vouloir que le grand autre soit châtré. On veut un grand autre plus puissant. On ne voudrait pas qu'il soit manquant. On veut tout le temps. Car l'organe n'est apporté et abordé que transformé en signifiant. Il est tranché, symboliquement parlant. En conclusion, l'origine, pour tous les êtres parlants, se situe au point où le sujet s'évanouit derrière le signifiant. Mais pour Dürer, dans sa structure psychique, il y a eu une cristallisation au moment de la différenciation sexuelle et une fixation au stade phallique. La différence sexuelle est symbolisée par la sublimation et les représentations qu'il a gravées et peintes dans ses œuvres d'Adam et Ève ont mis en scène sa réalité psychique dans ce qu'il en est du féminin et du masculin. Définissant son homosexualité, vécue le plus souvent dans un pays étranger. Il allait très souvent en Italie, Dürer. Et il a fait des rencontres homosexuelles dont on a un tableau qui reste, une esquisse d'un jeune homme. À la fois dans le même et dans l'étrange, c'est au-delà de la représentation que Dürer nous révèle notre origine dans l'absence. Merci. Merci. Merci de votre présence. La célébration fécondante de l'absence, pour qui ne se laisse pas envahir
là encore, par la majuscule du grand O. Il en est du A du grand O comme du O de l'objet, comme du O de l'origine. Méfions-nous des lettres majuscules. Je ne sais pas comment. Est-ce que peut-être vous avez noté quelques questions qui viendraient préciser, compléter la communication de trois dames. C'est difficile parce qu'il y a une abondance, une finesse d'information qui est étourdissante, comme était étourdissante la courte vie, somme toute, de Gauguin. Et je comprends qu'on peut rester un peu stupéfait. Néanmoins, y a-t-il une... Parce que si nous ne sommes pas en capacité, ni vous ni moi, de poser une question, on va demander aux auteurs, voilà, sinon eux de dire où était leur questionnement majeur. Mais vous nous tirez de mieux mauvais pas. Je me demandais par rapport à votre dernière présentation, du coup, l'objet perdu, c'est le phallus. Mais du coup, vu qu'on vient de la mer au départ, est-ce que ce serait pas plutôt le corps de la mer qui serait je sais pas, l'objet perdu, qui serait l'objet premier? Je dirais que les objets de type A sont ces objets par lesquels nous entrons justement dans le symbolique par le phallus. Parce que l'objet de type A, ce sont les premiers objets que Lacan a théorisés sous la forme de 4 objets. C'est-à-dire le regard, la voix, les fesses et le sein. Donc Lacan, après une grande recherche qui a duré une dizaine de séminaires, a défini ces 4 objets comme les premiers objets perdus, définitivement perdus, et dont nous n'avons pas de représentation. Et tous nos objets culturels viennent en substitution de ces premiers objets perdus. Et c'est grâce à ce manque que nous symbolisons que nous pouvons imaginer et nous faire des représentations. Dans la relation à deux, au départ, qui devient tiers avec la présence du père, ou d'un groupe social, ou d'une autre personne. Ce n'est pas forcément le père qui va venir comme élément tiers. Quand il n'est pas là, le père, il y a d'autres personnes qui peuvent se substituer au père, tout comme il y a d'autres personnes qui peuvent se substituer à la mère également. Et c'est dans ce mouvement d'absence et de présence que nous pouvons, au fur et à mesure, nous faire des représentations stables et pouvoir, je dirais, construire notre réalité psychique au fur et à mesure de ces échanges avec nos premiers objets d'amour. Mais parce qu'il y a ce manque originel, quand il n'y a pas de manque originel, pas de vide, on ne peut pas se faire de représentation et on ne peut pas faire circuler non plus les connaissances. Il y avait, vous vous souvenez, Robert Dawson, qui citait toujours le jeu du taquin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le jeu du taquin. C'est un petit carré avec d'autres petits carrés qui sont mobiles et qui doivent constituer une phrase. Et il y a une case vide. Et grâce à cette case vide, on peut faire circuler les lettres pour retrouver le mot qui est perdu puisqu'il est tout mélangé. Eh bien, notre pensée fonctionne de cette façon. C'est-à-dire, sans cet espace vide, on ne peut pas avoir de métaphores et de pouvoir substituer des mots les uns aux autres et de pouvoir construire, je dirais, des phrases qui ont plusieurs sens. Et c'est notre richesse de langage. Et c'est grâce à cet espace vide qu'on le peut. Et c'est pour cela qu'on le voit chez les personnes psychotiques, par exemple, eh bien, ils n'ont pas cet accès à la métaphore. Ils sont uniquement métonymiques, c'est-à-dire un mot suit un autre, et on ne peut pas donner deux significations à un même mot. Un mot, une chose. Et on n'a pas cet accès à la métaphore, et on n'a pas cette souplesse, je dirais, de possibilité d'expression. Et là, eh bien, participe à la création, je dirais, symboliquement et métaphoriser tous nos traumas.
hein. Nos traumas et le deuil en particulier, comme tu le soulignais, Le travail de deuil, oui. voilà, ce travail-là, eh bien, ne peut être fait que parce que nous avons symbolisé le manque au départ. Et que c'est dans, je dirais, cette construction psychique que nous avons, qu'au fur et à mesure, eh bien, nous pouvons avoir d'autres destins de la pulsion que d'aller droit au but, surtout notre objet sexuel. On peut remplacer le but, remplacer l'objet sexuel et en faire une œuvre d'art, hein, que vous côtoyez tous les jours, que vous faites tous les jours, et que vous pensez, quand vous pensez poétiquement, quand vous construisez un objet qui n'a jamais été vu auparavant, mais qui vous est personnel. Parce que au plus profond nous sommes de nous-mêmes, et plus nous avons des pensées personnelles et des œuvres personnelles. Parce que chaque personne a sa réalité propre et va faire sa construction propre. Et c'est ce qui est fascinant dans notre monde, notre différence, justement, mais qui passe toujours par le manque. Ce manque des premiers objets. Le premier objet dont nous manquons, c'est les premières enveloppes. Quand nous naissons, eh bien, nous n'emportons pas notre petit sac avec nous. Nous le lâchons, il reste accroché un peu à notre cordon ombilical, mais maintenant, c'est le père qui symboliquement vient couper le cordon ombilical, hein, à l'heure de l'accouchement. Ce qu'on ne faisait pas avant. Le père, il était bien écarté de tout ce qui était féminin à l'accouchement, et la mère était toute seule à accoucher. Les personnes venaient couper le cordon ombilical par la sage-femme. Il n'y avait que des sages-femmes d'ailleurs, il n'y avait pas d'hommes qui assistaient aux accouchements. Et avec notre monde qui maintenant beaucoup plus axé, je dirais, à la symbolisation et à la différence. Et n'a plus besoin de faire cette distinction radicale, pas partout non, sur la Terre, cette distinction radicale entre le masculin et le féminin. On peut parler maintenant de positions féminines et masculines qui habitent chacun de nous. Et que nous pouvons exprimer librement et souplement au fur et à mesure, je dirais, eh bien, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Nous pouvons habiter soit une position, soit une position autour de rôle. Et ce qui permet, eh bien, je dirais, une pluralité d'expression. Et de ne pas faire de gâchis à ce que nous devons refouler notre position masculine parce que nous sommes des femmes, ou refouler notre position féminine parce que nous sommes des hommes. On a tout à gagner à exprimer notre position différente. Je pense que vous êtes comblé par. Mais il ne faudrait pas être comblé parce qu'on peut être comblé pour Je le. vais intervenir là-dessus. Je vais intervenir là-dessus parce qu'il y a des choses que je vois là. Vas-y, parce qu'ensuite, il y a une. Mais il faudrait peut-être laisser des questions possibles pour. Ah, vous aussi. Non, ouais, bien sûr. Parce qu'elle n'a pas terminé son propos. Oui, mais attends, bon, on va y venir, on terminera sur son propos. Tu as quelque chose à prendre? Oui, là, ce tableau-là est antérieur à celui-là. Oui, Ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme est beaucoup plus masculin, oui, alors qu'il est très efféminé dans le deuxième. oui. Donc ça signe l'homosexualité, ça. Mais ça signe une influence, je dirais déjà de la Renaissance, hein, par rapport au Moyen-Âge, Oui. et qui est justement d'exprimer sa féminité dans sa masculinité. Oui, mais enfin, là, je veux dire qu'il est homosexuel, carrément. Eh bien, je dirais Parce qu'il y a que la bisexualité psychique. Ça, tu peux pas dire s'il est homosexuel sur la photo, sur la page. On peut pas le dire, mais il a une position féminine affirmée. Oui, 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 il est mignon. Ah, mais vous êtes d'accord, tout à fait. On est d'accord. Non, c'est juste un rapport à la question du vide qui échappe dans la psychose. Et on sait que c'est grâce à ce vide que la création est possible. Pour faire des ateliers très régulièrement avec des personnes psychotiques, je suis du coup dans un espèce d'entraînement à l'imaginaire. Parfois, j'ai un peu l'impression de naïveté de ma part, mais je me dis qu'il n'y a que comme ça, comment dire, ce collage au réel, c'est ce qui fait les violences, les colères. L'autre m'a mal regardé, je viens de lui casser la figure. Il n'y a pas d'interprétation possible. Le réel, c'est le réel. Il me regarde comme ça, c'est forcément qu'il me veut quelque chose. Et est-ce que c'est une naïveté de croire qu'on peut, à la manière d'un éducateur sportif, entraîner, alors être forcément dans une répétition, mais d'entraîner cette possibilité d'imaginaire? Ou est-ce que c'est peine perdue? Je ne sais pas comment. Vous êtes peine perdue parce que vous êtes présents. Ils ne sont pas tout seuls. Hein, il y a quelqu'un qui est là, animateur,
et qui va justement pouvoir reposer son imaginaire à lui ou à elle. Je peux dire quelque chose par rapport à votre question, c'est intéressant dans notre atelier, enfin, je suppose. Il y a une chose, en tout cas, que je crois, même avec des patients psychotiques, qui peut convoquer un imaginaire, c'est peut-être pas par la parole, mais par le cadre. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous avez comme objet dans votre espace. Je trouve que le cadre, je sais pas, une peinture, des statues, en tout cas des objets, si possible, esthétiques ou artistiques, et souvent, même si ce n'est pas formulé de façon carrée, le cadre peut convoquer ou inviter vers un ailleurs, et c'est pas un ailleurs verbalisé, c'est un ailleurs esthétique, j'imagine, enfin, ça dépend. Tu veux dire avec des objets qui fourrent? Oui, C'est ce que tu veux dire? oui, ça invite à un imaginaire. Ça met déjà dans un espace où l'imaginaire est, comment dire, est matérialisé en objet. L'imaginaire devient réel. Enfin, le réel de la pièce, de ce qui nous entoure, convoque du côté de l'imaginaire. Moi, je trouve que c'est intéressant comme quand il n'y a pas de possibilité justement d'inviter à faire un petit voyage dans l'imaginaire verbalement. Moi, je dirais aussi, en fait, qu'il n'y a pas. Faut pas dire, en fait, c'est peine perdue. Parce qu'en fait, c'est même la toute petite chose qui peut faire quelque chose. Et nous, on s'en rend peut-être pas compte. Moi, j'ai discuté avec une art thérapeute qui avait en fait donc, des patients, notamment une patiente qui disait rien. Et à chaque fois, elle venait et il ne se passait rien en fait. Et elle avait l'impression que rien ne se passait. Et en fait, quand elle est sortie, le personnel soignant lui a dit, n'écris pas. Voilà, il n'a jamais écrit. Donc en fait, il y avait déjà quelque chose, peut-être pas dans la chaise, mais déjà à l'intérieur. Des cadres. Dans le corps, il y a des choses qui se passent, pas forcément dans le verbal, mais ça peut être à travers le corps, à travers le mouvement. Pour des patients psychotiques aussi comme ça. Oui, enfin, c'est vrai que l'atelier que j'évoque là, je le fais bien avant d'avoir fait la formation d'art-thérapie. Et on est dans un service fermé, un service de crise, où il n'y a que des hospitalisations sous contrainte. En 20 ans, il n'y a jamais eu de clash à l'atelier. Il n'y a jamais eu de situation problématique. Donc, c'est bien qu'il y ait quelque chose quand même. Mais c'était plus sur la question de vraiment je suis tout le temps en train de solliciter cet imaginaire. Je fais nommer des choses. Alors, je comprends plein de choses différentes de ce que je croyais avec ce colloque et c'est génial. Mais par exemple, les objets, la manière de présenter l'intérieur, je l'ai jamais fait dans ce but-là, en réfléchissant comme ça. Je l'ai fait créer l'endroit où ça peut se faire, l'endroit rassurant où ça peut avoir lieu. Mais c'est vrai que du coup, ça m'interpelle parce qu'il y a des situations lors de propositions où je suis venue amener des images sur les murs pour que ça puisse faire un élément déclencheur. Et en effet, ça marche très bien. Donc, c'est très bien, ça me permet. Le caractère symbolique, c'est quoi? Le regard, le sein? Les fesses et la voix. La voix, c'est quoi? Le regard, le sein? Les fesses, c'est les excréments. Les D'accord. Et la voix. Ok. Non, pas les viscères, les excréments. Les excréments. C'est les trois verbes symboliques. Quatre. Je n'ai pas entendu ce que je disais, mais rien. Le regard, la voix, les fesses et le sein. D'accord, la voix. La voix, oui. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comme l'absence de regard dans ce que tu soulignes, parce que est-ce que c'est un absence de regard sur ton homosexualité? C'est ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas de construction sans regard, en fait. Sans regard de l'autre, en fait. Il faudra se construire sans un regard signifiant de l'autre.
qu'on retrouve dans le livre. Quelqu'un m'avait donné une signification du livre qui était assez beau, tandis que lui se perd dans le miroir, dans sa beauté, alors qu'il a, dans la symbolique, le livre a un père, c'est le dieu qui est la guerre, et une mère qui est l'un, donc il y a deux éléments liquides. Et il recherche dans l'eau l'image du père ou de la mère, mais il ne peut pas l'avoir, puisque ce sont deux éléments liquides. Et donc, ce stade du miroir, il ne peut pas se construire, parce qu'il n'y a pas de regard signifiant, pas de parole signifiante, et donc il va replonger dans le ventre de sa mère pour renaître à nouveau. La mort de Oedipe peut aussi se traduire comme ça. C'est assez joli comme interprétation, en disant je vais renaître, et donc je retourne dans le ventre de ma mère. Oedipe ou Narcisse? Tu parles d'Oedipe ou de Narcisse? De Narcisse. Oui. Narcisse se plonge dans un état qui cherche l'image du père et de la mère, c'est du miroir où effectivement, le bébé au départ, il peut continuer dans les bras, tout après son monde, se nommer parce que le bébé. Oedipe aussi peut retourner dans le ventre, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais il ne peut pas la reconnaître. Il ne peut pas la reconnaître puisqu'ils sont des éléments liquides, donc il ne peut pas avoir d'image signifiante. Se construire. Complètement. Mais là, quand on parle de regard, en fait, c'est le regard qui n'a pas de représentation. C'est pas le regard de la présence de la mère. Quand on regarde quelqu'un, on lui signifie qu'il existe pour nous. Donc ce regard-là, il est palpable, il est important, et il est très important d'ailleurs, vous voyez dans tous vos ateliers, il faut que la personne sente qu'il est présent pour vous, et que vous êtes présent pour lui. Ça, c'est un regard, mais qui n'est pas le regard, je dirais, théorisé par Lacan dans ses objectifs-là. En fait, c'est le regard premier de la mère que, à jamais, nous avons perdu. Qui n'est pas le regard de la mère, C'est le regard de l'enfant au miroir. Mais Qui complètement. C'est bien toi, c'est pas le C'est le regard de l'enfant. Alors, du coup, ce premier regard, c'est pas le regard de la mère, c'est le regard de l'enfant. Comment il voit le monde à ce moment-là? Si, c'est le regard de la mère, mais un regard à jamais perdu. C'est-à-dire qui fait partie de ce que la mère devient un objet définitivement perdu et qu'on ne peut plus jamais retrouver. C'est au-delà, Parce qu'il s'agit là peut-être du regard vide de la mère. Je crois que Green a parlé de ça. Ah non, c'est pas la même chose. Oui. Ça, c'est le regard vide de la mère dépressive. C'est le regard de la mère morte. Le regard de la mère morte. Exactement. Oui, vous pouvez, votre commentaire à la première intervenante qui a été le plus gratifié en temps, mais frustré, d'autant plus, effectivement, vu le peu de temps qui nous reste. J'avais une question pour Madame Lasso, comme je pense que ça m'intéresserait. Je voulais savoir si sur Bien. Vous aviez parlé du coup de poètes algériens et africains, je crois. Est-ce que vous pourriez en parler entier, pardon. Alors, que je retrouve le fil parce que oui, je voulais essayer de montrer un peu qu'est-ce que des gens comme Ossoula ou bien des gens qui sont des descendants d'esclaves, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire par rapport à la langue? Non, mais c'est une question trop générale, mais c'est surtout au niveau de la langue. C'est-à-dire, donc, moi, ce qui m'a aidé, ce sont les poètes antillais qui ont. Il y a pas mal de livres de poésie d'Edouard Vincent et de Aimé Césaire, entre autres, qui dans la poésie, à travers leur poésie, en tout cas, telle que j'ai pu la lire, ont pu comment dire, donner des éléments sur comment il y a une espèce de forme de représentation d'une catastrophe passée où il y a eu, comme je l'ai dit avant, quelque chose qu'on peut nommer comme le meurtre de l'origine. Alors, pour donner un exemple concret peut-être
de quelque chose de poétique, de paroles poétiques, même si elles sont un peu énigmatiques. Par exemple, Aimé Césaire dit qu'il y a, entre autres, hein, je choisis, je glane des choses, qu'il fallait torturer la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en tout cas, ce qu'on a pu observer par la suite, c'est que la langue de ces poètes antillais, c'est une langue issue du créole. Leur langue, ça a été le créole. Et la langue que Kossoula que parle Kossoula avec cet accent mélangé et créolisé, en fait, c'est comme s'il y a la marque qu'il y a un impact de cette catastrophe sur la langue. Hein? Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, parce que il y a une espèce de confrontation qu'on peut faire entre ce dont on parlait dans la table ronde qui a précédé ici, qui était très riche. Et il y a une confrontation entre la langue parfaitement parlée, correcte, et la langue où il y a un accent, où ça montre que ça vient d'ailleurs, enfin, bref, et cette poésie du créole. Alors, juste pour vous dire, alors où est-ce que c'est maintenant, pour vous citer, alors là, Est-ce que vous connaissez à l'inverse les artistes, par exemple, afro-américains qui ont réinventé une sorte d'héritage pour ne pas perpétuer l'héritage qu'ils avaient de tous ces esclaves, qui du coup est un héritage de violence des corps, de réduction des personnes à un objet? Il y a des romans écrits bien souvent. Il y a des. Comment elle s'appelle il y a une écrivaine célèbre dont le nom m'échappe, mais je peux l'écrire dans le texte, qui a écrit un roman Racine, qui s'appelle Racine, je crois. Il y a beaucoup d'écrivains afro-américains, et il y a aussi Zora Neale Hurston, qui a écrit beaucoup de livres ici. Et puis, je vous recommande de voir un film sur Netflix, par exemple, si ça vous intéresse. C'est un film, un documentaire sur les descendants. C'est un documentaire fait par Margaret Brown, Descendants, les héritiers d'Africa Town. Bien. Alors, juste un petit poème de Aimé Césaire. Qui se dit, est-ce là par la torsion des mots, leur torture, que pourraient se construire les bords à l'aide d'une rythmique faisant la fête au tragique? Je le cite, par l'œil des mots, nous passerons au col du désastre, impudence et virulence, les mots l'assaut. Et voilà, c'est juste pour. Et puis, bon, j'avais composé une espèce de dialogue imaginaire entre Aimé Césaire et Kossoula. Et bon, mais là, on n'a pas le temps d'en parler, parce que Aimé Césaire parle dans un poème du monstre. Et Kossoula, par exemple, invente un personnage qu'il appelle, le prénom du personnage s'appelle Membre. Donc, enfin bref, bon, je ne veux pas terminer avec ça. Et voilà, monsieur. Très bien. Est-ce que je serais troublé par ma question? Vous citez, vous faites référence au Cyclope et Ulysse, etc. Bon, généralement, dans notre culture, on donne le beau rôle à Ulysse. Oui. Qui est à la fois le civilisateur. J'entendais dernièrement une émission radio qui revalorisait le rôle du Cyclope.
parce que d'abord, Ulysse, quand il débarque sur l'île des Cyclopes, est un intrus. Il n'avait rien demandé. Les Cyclopes vivaient assez heureusement et paisiblement, avec effectivement un défaut majeur pour nous, c'est qu'ils étaient anthropophages. Bon. Ah. Mais sinon, ils étaient cultivateurs, éleveurs, etc. Et c'est en quelque sorte Ulysse qui se comporte comme un civilisateur et qui en quelque sorte apporte le poison d'une civilisation. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux rôles comme ça? Le rôle de qui? Mais le rôle de Cyclope et le rôle d'Ulysse. Est-ce que les personnes qui ont subi la colonisation, etc., ne sont pas du côté des Cyclopes? Ah, ça, je sais pas. Hein. Ah, mais là, Césaire parle de l'œil, là. Vous voyez, tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas l'œil du cyclope. Ah, mais j'en sais rien. Bon, mais il n'a pas dit les yeux, il a dit l'œil. Et l'œil des mots. Oui, l'œil des mots. Il n'est pas dans les mythes. Césaire, Bon. enfin, à ma connaissance. Alors, il y Mais- avait quelque chose que je voulais dire. Ah. C'est que maintenant, c'est très facile de savoir bien pour les Afro-Américains. Ouais. Ils font leur ADN et ils le comparent avec l'ADN africain. Ils savent la tribu dont ils sont issus. Pour retrouver Oui, ça c'est une la question d'ADN, mais là, c'est parce qu'elle parle de la terre perdue, en fait. Bah oui, oui. Bah, Je veux dire, quand on recherche ses origines, Oui, voilà. mais là, c'est au-delà de l'origine. Bon, pour terminer sur celui dont nous connaissons le plus les œuvres, à savoir Gauguin, un peu moins les écrits, mais néanmoins, la vie romancée, et pourtant difficilement romancée de Gauguin, le seul cadre, si j'ai bien entendu, qui ait pu tenir Gauguin, et d'abord c'est ce qui nous reste de plus beau, c'est ce qu'il a pu encadrer, à savoir ses œuvres sculptées, ses tableaux, lui le dissolu, le désemparé, le dévoyé, etc. Le seul truc qui a pu le faire tenir, c'est le cadre des tableaux, d'une certaine manière. Il s'est soigné avec ça, Avec il s'est sa sauvé peinture. avec ça. Et Absolument. qu'est-ce qui nous reste de ça? Eh bien, de ce sauvetage des cadres. Vertu de l'encadrement. Et ça, etc. Non, mais pour moi, c'est évident. Tout ce que tu nous as rapporté de la vie du Gauguin, c'est un désastre, c'est un massacre. Et il traite toutes ces jeunes filles comme des objets petits cas. Et il les traite comme des objets et il les jette dès qu'elles deviennent, si vous voulez, procréatrices, effectivement. Et voilà, il les jette, c'est un déchet. Hein. Donc, Sauf que dans le cadre de sa peinture, il a sublimé oui, ces jeunes filles. Il a élevé l'objet à la dimension de la chose. Et Donc il les a réduits à l'objet de Titan, tu as tout à fait raison, mais il a élevé l'objet à la à dimension la dignité de la de... chose. Exactement. Et c'est la chose que nous célébrons dans les musées, etc., qui d'une manière indue, nous porte à magnifier la figure de Gauguin, qui était un odieux personnage. Mais, bon, Mais les femmes qui magnifient, en fait, c'est pas vrai, il n'y en a pas une seule qui soit enceinte. Il n'y a pas. Une seule qui soit enceinte. Précisément parce qu'elles sont représentées par enceinte, parce qu'à partir du moment où elles le sont, elles ne sont Bah voilà, plus soumises. voilà. Il y a d'abord eu la petite Bretonne, voilà, qui s'est retrouvée enceinte de 2 mois et il est parti à ce moment-là pour Tahiti. Après ça, il a eu une Théamana, pareil, s'est retrouvé enceinte et il est parti pour la France. Et puis après ça, il est revenu et il y en a encore eu une aussi, je crois que c'est Pagoura, qui a eu un enfant. Et à chaque fois, il a abandonné les enfants et la mère, voilà. Quand il est devenu père lui-même et qu'il n'a pas assumé son rôle de père. Oui, tout à fait. Mais moi, je veux répondre quand même à oui. le truc de l'ADN, parce que ce Kossoula, il ne cherchait d'abord, il était dans un siècle où il n'y a pas l'ADN, mais de toute façon, même s'il y avait un ADN qu'on pouvait trouver, ce n'est pas un ADN qu'il cherchait. Oui. Ah, ce n'est pas son affiliation biologique. Oui, Ce oui. n'est pas de ça qu'on parle. Non, c'est pas l'origine biologique. Absolument pas. Non. Je veux dire, c'est très réducteur de réduire l'origine à quelque chose. Oui, c'est important.
Non, mais je ne pense pas qu'on peut réduire la question de l'origine à une question biologique. Non, l'origine qui nous importe, c'est celle de la subjectivité. Et c'est pas celle, effectivement, ni de l'espèce, Oui. ni. Mais au-delà, c'est le mythe familial, en fait. C'est le mythe qui est recherché aussi. C'est pas que le sujet. Il nous faut respecter le cadre eu égard à ceux qui doivent nous remplacer dans cette salle. Écoutez, le plaisir à vous entendre fait qu'on aurait aimé que ça dure, mais voilà.